Je vous remercie beaucoup de cette invitation. Vous pensez que c'était un peu un grand sujet hein, de parler de toutes les crises partielles, les crises focales. Alors, je me suis surtout attaché à parler de clinique. On verra quelques EEG et pour simplifier les choses, on gardera les vidéos pour une prochaine fois parce que ça faisait vraiment beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de partir de l'organisation du système nerveux pour essayer d'expliquer petit à petit ça va trop vite, les signes cliniques qui sont associés à la décharge épileptique. Alors, d'abord, vous savez que les signes cliniques vont dépendre de la localisation anatomique de la décharge, éventuellement l'existence de lésions, puisque les lésions vont déformer l'anatomie normale et quelquefois vont la modifier. Par exemple, on sait qu'un centre du langage peut se transférer d'un autre côté si c'est une lésion ancienne, si c'est une lésion congénitale, par exemple, ou chez l'enfant, par exemple. Ça va dépendre aussi des connexions de la région anatomique d'où partent les crises. Ça va dépendre, on va le voir, de la fréquence de la décharge. En effet, à une très haute fréquence, on n'aura pas les mêmes signes cliniques qu'à une basse fréquence ou alors avec une décharge clonique. Les signes cliniques peuvent être directement provoqués par la décharge, on va voir quelques exemples, et en particulier dans les plus simples, soit tout à fait indirectement. Par exemple, un comportement de fuite peut être lié, adapté à une peur subite que subit le patient. Si la crise comporte une peur subite, eh bien, ça ne paraît pas anormal d'avoir un comportement de fuite. Donc, les signes cliniques qui accompagnent la crise peuvent être des releases, c'est-à-dire des libérations de comportements tout faits, et peuvent être des signes d'activation directe. Alors, vous savez que le cerveau, il y a ce que j'ai entouré en vert, c'est plutôt ce qui est du récepteur, entre guillemets, c'est les 5 sens, alors que ce qui est entouré en bleu, c'est plutôt ce qui va nous servir à bouger. Alors, comme vous le savez, on parle de crise temporale, de crise frontale, mais la nature ne connaissait pas qu'il y avait des lobes. Elle n'avait pas inventé ça. Et on est parti petit à petit de la notion de aire cérébrale à la notion de réseaux cérébraux qu'on utilise aussi bien en neurophysiologie qu'en épileptologie, par exemple. Alors, ça, c'est une image épouvantable, c'est le réseau des voies visuelles. Vous voyez ici la région V1, puis ça passe à V2, V3, V3A, V4, etc. Puis vous voyez ici, vous avez le lobe frontal, le lobe temporal, etc. Ce qui fait qu'il y a le lobe frontal, le frontal eye field, ce qui fait que la région visuelle est reliée à tout. Mais on va voir qu'il y a des voies privilégiées qui font que les signes cliniques qui vont accompagner une crise peuvent aussi avoir des voies privilégiées. Alors, premier exemple, eh bien, c'est, vous connaissez les voies visuelles, hein, les voies visuelles, et qui arrivent à la calcarine. Eh bien, ce qui est très simple, c'est que si vous faites une stimulation électrique, vous simulez une crise d'épilepsie au niveau de la calcarine et notre patient va avoir des flashs lumineux. Alors, comme on est à la berge inférieure de la calcarine gauche, eh bien, ça va être dans le champ visuel supérieur droit. Il va voir ces flashs lumineux. Là, la relation est extrêmement simple. Si on s'éloigne un peu de cette région visuelle primaire, eh bien, on sait qu'on va avoir des signes visuels dans d'autres régions. Par exemple, si se suit la voie dorsale, c'est-à-dire la voie qu'on appelle la voie du ou, la voie qui va organiser le geste pour saisir quelque chose, pour savoir où il se trouve, eh bien, dans cette voie, on va voir d'autres fonctions et d'autres signes cliniques. Si on s'intéresse à la voie basale, la voie visuelle basale, qui est la voie du quoi, c'est reconnaître l'objet en question, eh bien, on va avoir d'autres signes cliniques et on va revenir là-dessus. Un signe très caractéristique, c'est la prosopagnosie qu'on peut voir pendant les crises ou juste en post-critique si on examine bien les patients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devait s'allumer petit à petit. Si vous avez une crise qui vient de cette calcarine, eh bien, vous allez avoir des hallucinations visuelles qui sont latéralisées, qui sont élémentaires. Et bien souvent, vous allez avoir une orientation de la tête et des yeux vers la stimulation visuelle. C'est tout à fait normal. Quand quelque chose de surprenant arrive dans le regard, hop, on tourne la tête et les yeux vers cette chose-là. Si vous êtes maintenant plutôt dans la région
ici, eh bien, vous allez avoir des modifications visuelles qui sont des illusions. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'hallucination, mais vous allez avoir la chose réelle qui va se déformer, qui va gondoler, qui va avoir des espèces d'effets de zoom, de choses comme ça. Et donc, on sait qu'on s'éloigne de la région visuelle dans la région du « ou ». Là aussi, on a souvent une rotation de la tête et des yeux. Maintenant, si on va vers le bas, eh bien, vous avez souvent des modifications de couleurs ou quelquefois, si on s'éloigne encore, des hallucinations visuelles qui peuvent être complexes. Et du côté droit, une prosopagnosie post-critique qu'on peut examiner si on a le matériel et si on examine le patient au moment de la crise. Alors là, j'ai mis un EEG qui est très, très beau. C'est le EEG d'un patient. Donc, vous voyez ici, alors c'est un EEG en montage longitudinal, hein, et vous avez ici une décharge qui est une décharge tout à fait pure pendant une crise occipitale. Hein, on le voit sur cette électrode occipitale, sur celle-là. Puis la décharge continue et va s'arrêter. Dans ce temps-là, le patient va décrire un espèce d'escalator dans le champ visuel droit. Et cette espèce d'escalator s'accompagne d'une tendance à tourner vers l'escalator, de tourner la tête. Et il avait en plus quelques secousses des yeux un peu nystagmiques, peut-être pas un nystagmus caractéristique, mais voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique de ces crises occipitales. Alors, pour revenir aux crises dont la clinique est simple, eh bien, c'est ce que Gastaut avait appelé autrefois les crises focales simples. Il ne s'agissait pas d'une raison de conscience ou pas, il s'agissait que c'était des régions qui étaient directement reliées à l'extérieur, c'est-à-dire hallucination visuelle dans la calcarine, hallucination auditive dans le gyrus de Heschel, hallucination gustative dans l'opercule pariétal, partie antérieure, des hallucinations olfactives dans l'ulcus de l'hippocampe ou dans le gyrus piriforme, des hallucinations tactiles, fourmillements, etc., contralatéraux dans la région de la pariétale ascendante. Et enfin, si vous étiez dans la région motrice, des secousses cloniques ou une hypertonie de la région qui correspond au cortex de la région intéressée. Là, on voit que la relation est extrêmement simple. Alors maintenant, essayons de voir les crises focales les plus courantes, du moins les plus courantes dans les centres de chirurgie. Ce sont les crises temporales internes. Donc, probablement les plus fréquentes des crises focales, les plus accessibles au traitement chirurgical. Globalement, elles surviennent plutôt 2 jours, mais il y a des exceptions. Elles ont une durée relativement prolongée et bien souvent, la récupération est longue et les gens sont fatigués, voire ont envie de dormir après ces crises. Alors, l'histoire la plus caractéristique, c'est ça, c'est les convulsions, fébriles ou non, mais atypiques, trop longues, avec hémiplégie, etc., ou qui se répètent, même en conditions sans fièvre, puis apparition de crises focales, j'aurais dû dire focales au lieu de partielles, qui peuvent avoir un début entre guillemets simple, et ce sont des crises plutôt de longue durée qui dépassent les 30 ou 40 secondes, qui débutent souvent par une impression épigastrique ascendante, une espèce de mal-être, de nausée, de malaise, un trouble du langage quand on est du côté de l'hémisphère majeur, et dans la raison la plus pure, c'est plutôt un manque du mot, qu'autre chose. On parlera un peu du langage tout à l'heure. Souvent, ce qu'on appelle un dreamy state, c'est-à-dire une impression de déjà vu, de déjà vécu, une impression de rêver ou d'avoir déjà rêvé, une réminiscence paroxystique, c'est-à-dire un souvenir qui vient s'imprimer dans votre tête sans que vous le demandiez. On le sait, les odeurs désagréables, j'en ai déjà un peu parlé. Et puis, il y a souvent une rupture de contact qui n'est pas forcément immédiate, mais plutôt secondaire, avec des mâchonnements, et là, les patients, ils ne vous disent pas pourquoi ils mâchonnent, des déglutitions, il n'y a pas de salivation, et souvent une dystonie de l'hémicorps contralatéral, surtout du membre supérieur, contralatéral au foyer épileptique. Ça, c'est ce qu'il y a de plus typique, si je puis dire, et voilà un EEG qui correspond, et vous voyez alors la disparition progressive du rythme de fond du côté droit, par ici, et puis l'apparition petit à petit de ces anomalies θ un peu rythmiques qui prédominent nettement à droite. Puis, si la crise se poursuit, on a cet aspect tout à fait caractéristique d'une crise temporale. Hein, on le voit surtout dans les régions latérales. Hein, je suis en montage longitudinal, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, à droite, à gauche et la ligne médiane. Et ici, c'est une ligne basse qu'on a rajoutée qui est en dessous de la ligne temporale basse
Voilà, et donc on voit très bien cette décharge sur les régions les plus basses du lobe temporal, qui dépasse un peu sur le lobe frontal, mais pas tellement, et qui passe un peu de l'autre côté, mais pas tellement. Puis la décharge continue, vous voyez, ça fait déjà 45 secondes à peu près, 50 secondes, et la décharge s'arrête. La crise est terminée, ici, il y a un ralentissement des régions intéressées. Voilà, eh bien, ce patient avait exactement ce que je viens de vous décrire, avec un dreamy state, avec une sensation épigastrique, avec un mâchonnement et une récupération qui fatigue longue. Pour compléter ces épilepsies temporales internes vraiment simples et typiques, eh bien, vous rajoutez l'IRM qui montre cette sclérose de l'hippocampe. On voit particulièrement en T2, mais surtout en flair. Là, c'est carrément très blanc, très flashant. Je vous rappelle qu'il faut faire l'IRM orthogonale au grand axe de l'hippocampe pour pouvoir mesurer ça. Donc, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut les demander spécialement parce que ce n'est pas l'axe habituel. Si vous faites un PET scan, vous avez ça, c'est-à-dire un hypométabolisme de la région temporale interne et souvent du pôle associé. Et si vous faites un SPECT ictal, une tomographie d'émission monophotonique, eh bien, vous avez cet hyperdébit massif pendant la crise, puisque ça mesure le débit sanguin, qui montre que le lobe temporal gauche, ici, est le siège de la crise. Et on a cette hypoperfusion qui entoure la région d'hyperperfusion. C'est un pattern tout à fait typique de crise temporale. Alors, je vais un tout petit peu parler de mémoire. Vous savez que la mémoire, c'est de faire de l'information un souvenir. Souvent, ce souvenir est associé à un poids, à des images, des formations de liens mentaux qui vont aider à se souvenir de ce souvenir, si je puis dire. Alors, on va prendre un exemple. Il y a souvent une indexation temporelle. C'était avant ça, c'était pendant l'anniversaire, c'était après une nuit courte, etc. Et c'est souvent, ça fait appel à des concepts qui ne sont pas pour tout le monde les mêmes. C'est-à-dire que mon concept de maison n'est probablement pas le même qu'en Mauritanie, n'est pas le même qu'en Algérie, n'est pas le même qu'au Maroc ou en Tunisie. Alors, pour résumer, ce qui convient à peu près à notre démonstration, c'est ça, c'est que pendant que vous m'écoutez en ce moment, eh bien, vous avez un buffer qui est là, qui est la mémoire à court terme, la mémoire à très court terme, et puis en même temps, vous entendez quelque chose, en même temps, vous voyez quelque chose, en même temps, il peut y avoir des impressions, des choses comme ça, en particulier dans la région amygdalienne, et puis vous avez votre hippocampe qui va envoyer des messages un peu partout, et c'est dans l'hippocampe que va se faire la trace de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la trace de la vision, de l'audition, du sentiment que vous aviez à ce moment-là et de votre impression. Et puis, ça va se stocker, et ça se stocke, on pense, dans le cortex, mais ça se stocke à de multiples endroits dans le cortex. Et en permanence, ça peut bouger, ça peut se restructurer. Maintenant, vous essayez de vous en souvenir. Eh bien, votre hippocampe, ici, va redéclencher la mise en route des neurones qui vous ont servi au moment où vous avez appris, et vous allez vous retrouver dans le moment de l'apprentissage et retrouver de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hippocampe? Eh bien, quand vous avez une décharge dans l'hippocampe, eh bien, votre hippocampe va aller rechercher dans des régions du cortex des souvenirs, alors que vous ne l'avez pas réclamé. C'est-à-dire que c'est un mécanisme pathologique qui va déclencher un mécanisme finalement physiologique. Et vous allez vous retrouver dans l'ambiance du souvenir que vous avez eu. Donc, cette impression de dreamy state, de réminiscence paroxystique. Et vous avez en dedans de l'hippocampe une région qu'on appelle le cortex entorhinal. Et là, le cortex entorhinal, c'est quelque chose qui est relié à toute vitesse à la vision, beaucoup plus vite que la perception même, c'est-à-dire avant de reconnaître un objet, le cortex entorhinal va informer votre cerveau si c'est quelque chose que vous connaissez déjà ou quelque chose de nouveau. Et donc, c'est là probablement que se situent ces impressions de déjà vu ou déjà vécu en cas de crise d'épilepsie. Voilà, alors là, c'est pour démontrer le rôle de l'hippocampe, c'est dans une IRM fonctionnelle. Quand on a réussi à se souvenir de quelque chose, eh bien, on voit qu'il y a une activation importante de l'hippocampe. Alors là, je vais insister un peu sur le côté, attention, il y a des crises temporales qui ne sont pas des crises temporales et qui sont des temporales plus, c'est-à-dire que ça ressemble à les crises temporales, mais ça n'en est pas tout à fait.
Alors, c'est inhabituel d'avoir des généralisations secondaires multiples. C'est inhabituel d'avoir la sensation d'étouffer ou d'avoir une oppression thoracique. On peut suspecter qu'il y a une mise en jeu insulaire. Alors, insulo-temporale ou temporo-insulaire, ça reste à démontrer. Le mauvais goût dans la bouche, c'est plutôt operculaire pariétal. Donc, le fait d'avoir un mauvais goût, ce n'est pas tout à fait typique. Quand on a une mauvaise odeur, oui, mais pas un mauvais goût. Les hallucinations auditives et visuelles, eh bien, c'est la face externe ou la face inférieure temporo-occipitale. Et ça, c'est aussi suspect. Et dans les auditifs, c'est la face supérieure du lobe temporal postérieur. Donc, on est très près de verniquer si on est à gauche. D'avoir des clonies ou une contraction faciale unilatérale, une salivation abondante, ça montre aussi une implication très probable de la région operculaire. D'avoir des pertes d'urine ou une envie d'uriner, c'est très insulaire, et les pertes d'urine plutôt orbitofrontales. Enfin, en tout cas, la région orbitofrontale peut l'expliquer. D'avoir des mâchonnements qui sont très cloniques, qui rappellent des secousses cloniques, et là, évidemment, vous êtes au-dessus, hein, vous êtes dans la région motrice. Et enfin, les troubles phasiques extrêmement précoces, on va revenir dessus, c'est aussi suspect. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y avait dessous. Voilà, je vais le mettre ça de côté. Il faut se méfier de certains de nos examens. Vous voyez ici une jeune femme en intercritique et pendant le moment critique. Alors, les troubles mnésiques non congruents au test neuropsychologique. Si vous voulez intervenir sur un lobe temporal, c'est prudent de tester la mémoire et le langage. Et si vous avez une épilepsie temporale droite et que vous avez un gros trouble du langage, eh bien, c'est suspect si le patient est droitier. L'IRM normal dans l'épilepsie temporale, c'est suspect aussi, peut-être que ça vient d'ailleurs. L'hypométabolisme vaste dans un PET. Et enfin, le SPECT, c'est ça que je veux montrer ici. C'est une jeune femme qui avait une crise apparemment temporale, mais en fait, vous voyez ici, pendant le SPECT ictal, qu'il y a quelque chose de plus derrière par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, quand on l'a exploré, cette jeune femme avait une épilepsie qui venait de la région postérieure, qui propageait vers la région temporale. Et donc, ça paraissait temporal, mais quand on l'interrogeait très précocement, il y avait quelque chose de visuel dans ces crises. Donc, méfiez-vous, l'opéré du lobe temporal n'aurait pas suffi dans son cas. Voilà. Donc, le temporal plus, il faut s'en méfier. Quelquefois, une crise, vous avez une amnésie extrêmement prolongée. Alors ça, attention, ça peut être le signe soit d'une épilepsie bitemporale qui a propagé d'un côté à l'autre, donc il va falloir s'assurer que ça propage toujours du même côté, soit ça peut être le fait qu'il y a un hippocampe abîmé et que la crise a intéressé l'autre hippocampe, auquel cas vous avez pendant une demi-heure, hein, c'est souvent une demi-heure à peu près, des troubles de mémoire. Des troubles de mémoire qui durent quelques secondes, quelques minutes, c'est pas grave, mais là, c'est vraiment suspect. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est la face externe temporale où on peut avoir ces auras auditives ou plus complexes. Alors voilà, je l'ai représenté ici. Quand vous êtes en plein dans la région de Heschel, eh bien, vous avez aigu ou grave. Alors souvent, on fait comparer à un moustique ou un moteur. Et il y a une tonotopie, c'est-à-dire que ça peut vous dire, même si c'est aigu, que c'est plutôt interne et que plutôt externe si c'est grave. Si vous vous éloignez un petit peu, eh bien, vous allez avoir des déformations, des impressions d'écho, des impressions que les gens parlent avec un accent étranger, des espèces de zoom auditif, ils parlent plus fort, ils parlent moins fort. Si vous êtes du côté de l'hémisphère mineur, il peut y avoir un rythme ou une musique qui vient dans la tête, une hallucination auditive. Toujours dans l'hémisphère mineur, quelquefois des changements de prosodie ou des changements de ton de la voix, les gens qui se mettent à chuchoter ou à parler un peu différemment. Et dans l'hémisphère majeur, bien sûr, vous aurez des troubles phasiques. Je vais parler un peu du tact maintenant et de tout ce qui l'entoure. Eh bien, dans la région pariétale, alors attention, c'est ce qu'on connaît le moins bien, hein, la région pariétale. Il faut faire dans la région de la pariétale ascendante, c'est facile, c'est des fourmillements, des sensations de chaud, de froid, de liquide qui coule, quelquefois des impressions que les membres bougent, et si ça se propage, ça va avoir une propagation bravet-jacksonienne le plus souvent. Attention, ça peut être associé à une espèce de dystonie qui est souvent une dystonie un peu en statue, très figée, pas tout à fait comme dans le lobe frontal, mais on est très proche de la région centrale, hein, et vous savez qu'il y a des liens directs. Hein. Voilà. Et on peut avoir aussi, quand on a ces décharges, la sensation de paralysie. Quelquefois, les gens vous disent « je suis paralysé du bras », alors qu'il est plutôt tonique, mais ils ne peuvent pas s'en servir parce qu'ils ne le sentent plus. Ensuite, vous avez la région qui est ici, qu'on appelle S2,
qui est dans la région operculaire et qui est en arrière. Alors, je vous ai dit déjà qu'on pouvait avoir des goûts, des choses comme ça, mais dans S2, on peut aussi avoir des impressions sensitives, des fourmillements qui peuvent être bilatéraux ou même qui peuvent être ipsilatéraux à la décharge. Et donc, c'est vraiment un piège. Alors, est-ce qu'il y a une anosognosie de l'autre côté? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut avoir ça. Donc, ce n'est pas toujours aberrant quand le patient vous dit j'ai des fourmillements du côté droit et que vous voyez qu'il y a une épilepsie droite. Et enfin, quand vous vous éloignez dans le lobe temporal, pariétal, pardon, eh bien, vous pouvez avoir des otoscopies, des sensations complexes de mouvements de déformation du corps, de mouvements alors que vous ne bougez pas. Voilà, et dans l'hémisphère dominant, bien sûr, vous êtes proche du langage et vous aurez très probablement des troubles du langage. Alors, quelquefois, les patients vous disent que ça fait mal dans les crises. Eh bien là, la douleur, il n'y a pas une zone de la douleur. En fait, ça sous-entend qu'il y a un réseau qui s'est mis en route. Et ce réseau, souvent, comprend l'aire sensitive primaire, souvent où est l'aire sensitive secondaire, très souvent l'insula postérieure, insula moyenne, au-dessus du sillon principal de l'insula. Et tout cela va être relié à la fois à l'amygdale et au réseau singulaire et au réseau limbique frontal. Et donc, il faut cette activation de réseau pour avoir des sensations douloureuses pendant les crises. Alors, le goût, je vous en ai parlé, hein. Bon, j'ai remis les voies du goût, et vous voyez que c'est dans cette région-là, dans l'opercule pariétal, assez antérieur, qu'on trouve le goût, et c'est là aussi qu'on trouve la salivation, par exemple. Donc, vous avez des hallucinations gustatives. La plupart du temps, ce n'est pas très agréable, hein, ce n'est pas du chocolat, c'est souvent des vieux pneus crevés que les gens mangent ou des choses comme ça. Pour l'odorat, vous vous retrouvez dans le gyrus, dans l'incus de l'hippocampe, mais aussi dans le gyrus piriforme qui est juste à côté. Et là aussi, quand il y a une crise, le plus souvent, c'est une odeur, une cacosmie, c'est-à-dire une odeur très désagréable. Voilà, bien souvent, c'est difficile de faire exprimer au patient, est-ce que c'est un goût, est-ce que c'est une odeur, est-ce que c'est un mélange des deux. Ça vaut le coup puisque vous avez vu que dans un cas, ça peut être temporal, dans l'autre cas, ça ne l'est pas justement. Et donc, c'est vraiment complexe. Il faut essayer d'arriver à savoir ce que le patient sent, si c'est une odeur ou si c'est réellement un goût. Et puis, donc là, on a vu les aires sensorielles, mais on n'a pas tellement vu les aires multisensorielles qui sont au carrefour de tout cela. En fait, il y a deux régions particulières, ou plutôt trois, dans lesquelles convergent toutes les informations sensorielles, de façon à vous donner, à trois endroits, une représentation du monde. Alors, vous avez une première région qui est au carrefour entre occipital, temporal et pariétal, où convergence de tout ça. Et ici, vous avez une représentation de tous les sens et du monde entier. Alors, bien sûr, il y a le faisceau longitudinal supérieur qui fait que ça projette extrêmement vite vers cette région-là, qui est la région frontale, où là aussi, vous avez une représentation de tout le monde, de tout ce qui vous entoure, y compris de la position de vos membres et de votre position, de votre équilibre, etc. Alors, chez le singe, c'est le sulcus principalis. Chez l'homme, c'est par là. Je ne saurais pas vous dire exactement où. Et il y a enfin une troisième région où vous avez une convergence de tout, c'est cette région du sillon temporal supérieur, où là aussi, finalement, on peut avoir des sensations bizarres. Alors, dans cette région du sulcus T1, T2, du sillon T1, T2, bien souvent, c'est l'impression que les patients vous disent je suis dans un cocon, tout s'est éloigné, les sens sont loin, je ne reconnais plus très bien, c'est espèce de… Tout est loin, comme s'il était dans un cocon, comme s'il était un peu ailleurs, voilà. Alors que dans cette région-là, eh bien, alors je pense que vous connaissez tous Jeanne d'Arc, hein. Jeanne d'Arc qui avait des hallucinations assez complexes, hein, qui mettait à la fois une espèce de bonheur physique inouï, une lumière éblouissante, et en même temps, elle entendait des archanges qui lui parlaient et donc qui lui disaient de chasser les Anglais de France. Donc,
Bon, on pense qu'elle avait peut-être une épilepsie. Ça a été publié dans des revues à haut tirage et à haut rendement, si je puis dire. Donc, peut-être. Mais donc, ça peut donner des choses comme ça. Je n'ai vu qu'une patiente qui avait quelque chose qui ressemblait. C'était une patiente qui voyait Jésus qui se décrochait des croix et qui venait lui parler. Donc, et c'était une épilepsie tout à fait de cet endroit-là. Donc, on peut avoir des hallucinations extrêmement complexes dans ces régions-là quand ça ne propage pas devant. Parce que si ça propage devant, hop, immédiatement, c'est recouvert par des mouvements. Alors, maintenant, on va s'attacher au cortex qui est devant, c'est-à-dire au cortex plutôt frontal. Alors, les crises frontales, très globalement, leur durée est plus courte. Elles surviennent plutôt pendant le sommeil. Elles surviennent quelquefois en cluster, ce qui fait que ça a l'air long, mais en fait, c'est plusieurs crises à la suite. La récupération, d'habitude, est extrêmement rapide, sauf quand ça propage vers la région temporale. Et ça, c'est le propre des crises orbitofrontales par le réseau aciné, par le faisceau aciné, qui propagent souvent vers la région temporale et qui peuvent passer pour des crises temporales alors qu'elles sont d'origine frontale. Voilà. Quand c'est le lobe frontal, c'est dominé par des troubles du mouvement. Attention au piège, on peut avoir une sensation épigastrique qui est souvent très brève, quelques secondes, qui précède la crise au niveau frontal, en particulier dans les régions limbiques frontales, c'est-à-dire orbitofrontale interne et gyrus singulaire antérieur. Parfois, la crise frontale peut se traduire par une espèce de pseudo-absence, et c'est bien souvent dans la région orbitofrontale latérale, avec une décharge extrêmement rapide pendant laquelle le patient est complètement sidéré. Enfin, bien sûr, vous pouvez avoir des réactions émotionnelles dans le lobe frontal avec la mise en jeu limbique. Voilà. Alors, rappel de physiologie rapide, vous savez que vous avez des mouvements réflexes, des mouvements automatiques et des mouvements volontaires. Hein. Les mouvements réflexes, ils existent même quand on est décérébré. Vous connaissez le réflexe monosynaptique, qui est déjà un petit réseau, puisque vous avez une contraction des extenseurs et une détente une contraction des fléchisseurs, pardon, et une détente des extenseurs ou l'inverse, mais c'est déjà un petit réseau. Et puis, vous avez par exemple le triple retrait, quand on marche sur le pied, eh bien, avant même d'avoir mal, vous avez déjà soulevé le pied, et c'est un réflexe polysynaptique de protection qui entraîne une flexion, un triple retrait d'un membre inférieur, alors que de l'autre côté, vous avez une extension pour compenser cette perte d'équilibre que vous auriez. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que dans la moelle déjà, ou dans le tronc cérébral et la moelle, vous avez des circuits qui peuvent être déclenchés quand on a des crises d'épilepsie. Un autre exemple, c'est la miction. Quand vous faites pipi, vous n'êtes pas obligé de penser à contracter le détrusor et à ouvrir le sphincter lisse, puis le sphincter strié. Et quand la vessie se remplit, vous n'êtes pas en permanence à penser à serrer les fesses parce que sinon ça va couler. Donc, c'est des choses qui sont automatiques et qui sont liées à des réseaux. Le cerveau ne sert qu'à dire oui, non, c'est le moment, c'est pas le moment. Voilà. Donc, tout ça pour dire que dans les activations critiques, on peut avoir des clonies et des hypertonies ou des releases, c'est-à-dire, par exemple, les mictions dans les crises frontales orbitaires, par exemple, des mouvements de préhension des objets, des gens qui attrapent les objets qu'ils voient avec les mains. Vous pouvez avoir des mouvements de pédalage, c'est peut-être le tronc cérébral, ce fameux centre de marche. Et vous pouvez avoir aussi des réactions plus haut degré, l'agression si vous vous sentez menacé, la fuite par exemple, on a déjà vu ça. Dans la région motrice primaire, ce sont des épileptologues qui ont défini cette carte de l'homonculus, c'est Penfield qui a décrit qu'on avait une somatotopie et que donc si on avait une crise qui vienne de là, eh bien on aura quelque chose dans la bouche et dans la gorge, ici dans la main, ici dans le bras. Vous voyez que l'épaule est déjà très très haut sur la surface. Hein, et ça projette direct, c'est directement relié à l'extérieur, si on peut dire. Alors, ces aires motrices reçoivent, comme on l'a vu, des régions sensitives primaires, des régions pariétales plus postérieures, mais aussi de ces régions associatives qui ont reçu toute l'information sur le monde et qui reviennent derrière. Par exemple, pour attraper quelque chose, il faut savoir où est la chose, comment elle est, quelle force il va falloir mettre pour la porter, etc., etc. Et donc, toutes ces aires sont interconnectées entre elles. Et donc, vous avez aussi des noyaux gris
dont on ne sait pas trop le rôle dans l'épilepsie. La seule chose qu'on sait, qu'on pense savoir, c'est que ce serait dans les noyaux gris que viendraient les dystonies dans les crises temporales. Vous voyez, on dit qu'il y a une dystonie contralatérale. Ça n'est pas la mise en jeu du cortex de la région motrice primaire, mais plutôt au niveau de ces régions des ganglions de la base que ça se passe. Ces ganglions ont un effet un peu contrastant dans le mouvement, mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Alors, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, des réactions motrices et comportementales qui sont déclenchées par des crises. Et il y a des patients qui peuvent avoir des gestes extrêmement précis, attraper des choses. Inversement, vous allez avoir des mouvements pendant les crises frontales qui sont absolument imprécis et des grandes gesticulations. Vous pouvez avoir des sentiments qui apparaissent, par exemple une peur, par exemple aussi dans la peur un comportement de fuite. Alors ça, c'est plutôt féminin, alors que l'agressivité est peut-être plutôt masculine, dans des réseaux, des mises en jeu qui sont souvent frontotemporales. Alors, si on prend maintenant des régions, alors c'est très caricatural, hein, attention, c'est la première seconde de l'épilepsie. Alors, si vous êtes en plein dans la région motrice, vous allez avoir une déclonie, une hypertonie contralatérale, déclonie si c'est des décharges cloniques et une hypertonie si c'est une décharge tonique. Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même clinique en fonction de la décharge dans le même endroit. Ça peut être une crise Bravais-Jacksonienne qui va s'étendre progressivement à toute la région de la frontale ascendante. Si vous êtes ici, au carrefour entre le sillon F1, F2 et le sillon précentral, vous êtes dans la région du FEF, c'est-à-dire du frontal high-field. Et bien souvent, si vous analysez les 2 premières secondes de la crise, vous voyez un mouvement des yeux. Vous voyez les yeux qui partent d'un côté, quelquefois des clignements de paupières, parce qu'il y a un centre, enfin, il y a très proche de là une région dont on pense qu'elle est responsable des clignements. Et puis, éventuellement, une rotation de la tête et des yeux. Si vous êtes plus en avant, dans cette région tout à fait en avant, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les pensées et mouvements forcés. Ce sont des mouvements qui sont bien élaborés, bien visés, on attrape un objet, c'est les yeux qui guident, et ça se voit, et c'est désinhibé, si je puis dire. Peut-être un réflexe archaïque d'attraper ce qui vous entoure, c'est désinhibé pendant la crise, et les gens attrapent tout ce qui est autour. Alors que si vous êtes plutôt dans ces régions, vous allez avoir des mouvements tout à fait sans but, beaucoup plus, on a l'impression qu'ils viennent plus des racines et qui sont des mouvements beaucoup plus axiaux et beaucoup plus agités. Enfin, si vous êtes dans cette région-là, je vous l'ai dit, on peut avoir des pseudo-absences. Pendant la décharge rapide, vous avez une pseudo-absence. Si la décharge ralentit, vous pouvez avoir une agitation. Maintenant, sur la face interne, eh bien, vous avez dans cette région qui est ici, dans la région orbitaire plutôt interne, souvent des réactions un peu émotionnelles, mais vous avez souvent des mouvements stéréotypés comme ça, qui peuvent être aussi pariétaux, hein, attention, mais qui sont des mouvements assez violents, des urinations, c'est-à-dire que vous donnez l'autorisation à la vessie de se déclencher, au système du circuit de la vessie de se déclencher. Si vous êtes un peu plus en avant ici, dans cette aire 24-32, qui est la partie antérieure du gyrus singulaire, bien souvent, vous avez des réactions émotionnelles très spectaculaires, avec une peur, avec quelquefois une agressivité, des cris, des comportements de fuite, un visage qui exprime une terreur qui est très particulière. Et évidemment, cette région limbique est reliée au système limbique et reliée aussi vers la région temporale. Si vous êtes dans la région de l'AMS, hein, on voit que la région centrale est là, vous êtes un peu en avant dans cette AMS-là, eh bien vous allez avoir cette attitude un peu particulière de rotation de tête et des yeux d'un côté, le poing levé du même côté, quelquefois l'attitude, ce qu'on appelle le chapeau de gendarme, c'est-à-dire une bouche qui est un peu vers le bas, comme un masque japonais. Et du côté de l'hémisphère dominant, souvent une espèce de vocalisation comme ça. Ça évoque très fortement l'aire motrice supplémentaire. Enfin, quand vous êtes dans la région du sillon singulaire, qui est ici, qui est un sillon très particulier, hein, eh bien, vous pouvez avoir des mouvements assez complexes, des mouvements de pianotage des doigts, des mouvements qui semblent amener vers la bouche, des espèces d'agitation aussi, qu'on peut reconnaître quelquefois. Alors,
ce que je veux préciser, c'est que dans ces crises frontales, il faut vraiment analyser les 2 premières secondes et il faut en voir plusieurs pour réussir à comprendre ce qui se passe. Quand vous en avez vu plusieurs, vous avez des points communs qui sont le corps, si je puis dire, de la crise et qui vous indiqueront probablement où est l'origine parce que ça file très vite partout. Alors, j'ai dû mettre quelques… Ah oui, ça c'est pour très globalement. Quand vous allez de l'avant vers l'arrière, dans le lobe frontal, vous avez des mouvements eupraxiques pour rattraper quelque chose de précis, bien organisé ici, et de moins en moins eupraxiques jusqu'à des clonies dans cette région-là, des clonies, des hypertonies. Quand vous êtes proche de la région limbique, c'est-à-dire cette région ici, frontale interne, frontale orbitaire interne, eh bien, vous allez avoir des émotions, des cris, une agitation, une peur, quelque chose de réactionnel. Voilà. Quand vous êtes dans la région du frontal high et ça dure 2 secondes, hein, attention, c'est vraiment le tout début de la crise, hop, vous vous rendez compte qu'il tourne la tête, puis après, hop, ça part dans tous les sens. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il fait cette rotation des yeux et de la tête, et c'est quelque chose de très important, ou de clignement d'yeux. Et puis, quand vous allez de bas en haut, et bien forcément, vous avez cette représentation qui va être plus orofaciale dans cette région-là et de plus en plus axiale quand vous vous rapprochez de la région mésiale. Donc, vous voyez, il y a un certain respect des choses, mais il faut vraiment les voir de près parce que souvent, le EEG, c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, le patient se met à gigoter et vous ne pouvez rien comprendre. Vous essayez d'analyser la dernière quart de seconde pour savoir s'il y a une petite décharge rapide, mais en règle, l'EEG est masqué par les artefacts de mouvement. On a quelquefois de la chance et vous avez ici une crise frontale où il y avait peu de mouvement, où vous voyez cette décharge rapide qui est ici, et puis, enfin, ce qui se modifie par là, et puis ensuite de ça, cette décharge qu'on voit bien sur la ligne médiane, ici, mais qu'on voit aussi ici, voilà, qui est la chance de voir une crise frontale où il y a peu de mouvement, et ici apparaissent des clonies, hein, qui étaient des clonies, je ne sais plus très bien d'où d'ailleurs. Voilà. Donc, quelquefois, on peut voir le début. Quand on enregistre 7 ou 8 crises frontales, quelquefois, on a la chance de, pendant une des crises, la première seconde montre quelque chose sur l'EEG, mais bien souvent, je veux dire, c'est très agité. Alors, je vais un tout petit peu parler de langage parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important à savoir. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de refaire la physiologie de l'aire de Wernicke et de l'aire de Broca. Si on s'attache à ce que disent les neuropsychologues, ben, tout ça, ça fait partie du langage, mais il y a une région qui nous intéresse particulièrement dans les crises temporales, c'est cette région-là, la région basale temporale, qui a été décrite par Luders, hein, qui était un épileptologue américain originaire du Sud, Otto von Luders, hein, de Chili. Voilà. Donc, c'est l'aphasie dans les crises, l'aphasie typique, type Wernicke ou type Broca, est rare. On peut avoir un arrêt de langage, ça, c'est pas très rare, mais comme ça, comme dans un Broca, c'est très rare. Et des paraphasies, c'est Wernicke, ça, c'est sûr. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des manques du mot, et des manques du mot très importants qui peuvent durer longtemps. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il faut examiner le patient pendant la crise pour savoir s'il parle ou pas. Du côté de l'hémisphère mineur, vous pouvez avoir des modifications de la prosodie et de la tonalité, alors que du côté de l'hémisphère majeur, c'est manque du mot, blocage de langage, quelquefois une dysarthrie quand on est plus vers Broca. Il faut être attentif aux néologistes parce que quand vous avez des paraphasies, eh bien, c'est plus Wernicke. Mais ce n'est pas très fréquent dans l'épilepsie temporale. Enfin, il faut bien étudier la période qui suit la crise parce que quand ça dure quelques minutes, c'est plutôt une propagation vers les régions du langage, alors que quand ça dure plusieurs minutes, voire une demi-heure, là, vous pouvez penser que l'aire de Wernicke, dans une crise temporale, est impliquée de façon critique et pas de propagation, mais peut-être de façon originelle. Enfin, quand vous avez simplement un manque du mot, sans autre trouble, c'est-à-dire sans paraphasie, sans néologisme, eh bien, ça peut être cette région-là, et on sait que cette région-là peut être opérée. Les choses récupèrent très vite, mais ils garderont un manque du nom. Voilà.
Donc, dans l'épilepsie, qu'est-ce qu'on peut voir comme signes vocaux? Bien, on a les vocalisations. Ça peut être frontal ou temporal, c'est dans l'hémisphère dominant plutôt. Le chantonnement, c'est plutôt dans l'hémisphère mineur. Là aussi, c'est tout un réseau qui se met en route. Temporal externe, Broca, dans la région frontale, la région de Heschel, etc., et la face externe temporale. Des phrases automatiques qui sont peut-être un release, quelquefois c'est des injures, où il appelle sa maman, ou des choses comme ça. Quelquefois c'est des insultes, ça peut être le signe d'une peur, des appels au secours aussi. Rappelez-vous que toutes ces régions communiquent les unes avec les autres et que donc un premier signe peut être recouvert par un deuxième, par un troisième, et ainsi de suite. Et c'est vraiment l'analyse du début qui est importante. Alors, je vais parler un tout petit peu d'émotions, parce qu'on voit des émotions quelquefois très violentes dans nos crises, des émotions de peur, quelquefois des familiarités. Une patiente dont je me souviens qui fait des bisous à tout le monde pendant sa crise, des choses un peu bizarres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est une expérience mentale qui est associée à une expérience végétative. Il y a des choses qui se passent, la tripe qui se noue, le cœur qui bat, la transpiration, des choses comme ça, et souvent un comportement avec une expression faciale qui est particulière. Eh bien, ces émotions se voient surtout dans les mises en jeu de ces réseaux-là, c'est-à-dire les régions limbiques frontales, les régions orbitaires, la région du gyrus singulaire et bien sûr les amygdales. Et donc, on peut avoir, quand on a une mise en jeu de tout ça, des choses très émotionnelles. Alors, j'ai rajouté, vous connaissez Phineas Gage, ce jeune ouvrier du train aux États-Unis qui a voulu mettre une baramine alors qu'il y avait de la dynamite, ça a explosé. La baramine a traversé sa figure comme ça, vous voyez, ça a été reconstitué comme ça. Donc, il a détruit une bonne partie de ses deux lobes frontaux, d'autant que ça a été suivi d'une infection microbienne, puis avec un champignon. Enfin, il a guéri de ça. Et c'était un gamin très sympa, sociable, attentionné et sérieux, qui est devenu un instable, un asocial, un vagabond sociopathe, un incapable d'empathie, sans émotion. Et donc, il est probable qu'il faut, pour qu'on ait cette émotion, qu'on ait cette réponse physiologique qui est cette réponse végétative. Et donc, on peut penser que quelquefois, quand la région orbitaire se déclenche, vous êtes dans la réaction végétative et ça vous fait peur, vous voyez, secondaire. Enfin, ça, c'est hypothétique. Bon, j'en suis à la conclusion. Donc, dans ces crises d'épilepsie focale, vous avez une activation anormale de neurones qui peut caricaturer une fonction, qui peut inhiber une fonction, qui peut au contraire stimuler une fonction. Eh bien, ça dépend de la décharge. Vous avez aussi une notion de release, rappelez-vous ça, c'est des désinhibitions de circuits tout préétablis. Tout ne passe pas par une mise en jeu ictale de la région motrice. Quand il y a des mouvements, ça peut être un mouvement qui est le circuit imprimé du mouvement qui se déclenche. Enfin, vous pouvez avoir déclenché des mécanismes pathologiques, mais aussi des mécanismes physiologiques de façon pathologique. C'est-à-dire, je vous rappelle le dreamy state, c'est votre hippocampe qui ne marche pas bien, mais il va faire fonctionner de façon normale un rappel de votre mémoire. Donc, c'est un fonctionnement qui est au point de départ pathologique, mais qui est finalement physiologique. Rappelez-vous que ça dépend évidemment du siège, du type de décharge, et soyez bien attentifs aux toutes premières secondes de la crise, à l'extension de la décharge, parce que très rapidement, les choses peuvent être masquées. Une crise occipito-temporale, si vous arrivez 5 secondes trop tard, c'est une crise temporale et vous avez raté le côté occipital. Une crise frontotemporale, c'est exactement la même chose. Tout ça s'organise avec une logique qui est anatomo-physiologique. Et si on a une arrière-pensée chirurgicale, ben, il est très important de faire attention à ça. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler le schéma que disait Banco, une zone épileptogène primaire qui donne un premier signe clinique, qui propage vers une zone épileptogène secondaire, qui donne un deuxième signe, puis vers d'autres zones, et on peut avoir plusieurs signes cliniques qui peuvent recouvrir le premier. Et ce qui est important, c'est la ictal onset zone, c'est-à-dire celle d'où partent les crises. Voilà, j'espère ne pas avoir endormi tout le monde et j'espère que ça a donné un peu d'explication à tout ça. Je vous remercie beaucoup.